Christian Ranucci, un nom qui, dans la mémoire de beaucoup, évoque un possible scandale judiciaire. Celui d'un jeune représentant en commerce, guillotiné en 1976 pour le meurtre d'une petite fille. Depuis son exécution, toute une partie de la gauche intellectuelle a martelé la thèse de son innocence et l'a exploité dans le cadre de son combat idéologique contre la peine de mort. Une cause somme toute juste, mais l'acharnement des intellectuels parisiens va avoir de graves conséquences. Pour vous, TV Liberté revient sur cette affaire hors du commun, dans laquelle un fait divers, somme toute banal, malgré l'horreur du crime, va rejoindre la grande histoire et devenir fait de société, divisant encore aujourd'hui tout un pays. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Tout le monde connaît cette phrase du journaliste Roger Gicquel. Elle est prononcée au moment d'une terrible disparition d'enfants, en 1976. Le journaliste voulait mettre en garde contre les dangers d'une justice populaire et expéditive. À l'époque, de grandes affaires d'enlèvement et meurtre d'enfants ont défrayé la chronique. Parmi elles, l'affaire Ranucci. Un jeune homme accusé du meurtre d'une enfant de 8 ans, Marie Dolores. 45 ans plus tard, cette affaire va connaître un épilogue terrifiant. Nous sommes le jeudi 17 décembre 2020. Jean-Baptiste Rambla vient d'être condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Cynthia Luninbou, une jeune étudiante, en 2017 à Toulouse. L'homme, âgé de 52 ans, est un récidiviste. En 2004, il avait déjà tué. Sa victime, son ancienne patronne et amante, Corinne Bell. Mais Jean-Baptiste Rambla n'a pas toujours été dans le box des accusés. Il est connu de la justice et du grand public car il est le témoin clé de l'affaire Ranucci, érigé en symbole de l'abolition de la peine capitale. Il l'interpelle. « Venez, lui disent-ils, ce n'est que de la tôle froissée. »
Salaud. Incroyable. Voilà que ce jeune homme, qui avait résisté à plus de 30 heures de garde à vue, vient de s'effondrer en quelques secondes face à une femme qui l'interpelle. Qu'importe, l'enquête peut avancer. Ranucci résistera encore un peu, feignant de ne pas trop se souvenir. Et puis, finalement, il passe à table, comme on dit dans le milieu. Ranucci s'explique. Ce jour-là, après le départ des époux Aubert, il s'est retrouvé seul avec Marie-Dolores, sur le bord de la route. Il est resté un long moment à attendre que plus aucun bruit ne se fasse pour être sûr qu'il ressortirait seul avec la petite fille. Mais elle s'est mise à avoir faim, puis à vouloir rentrer chez elle, et, tout à coup, elle a paniqué. Elle s'est mise à crier. Alors, Ranucci, probablement pris lui aussi par la panique, a sorti son couteau, et, pour la faire taire, lui a asséné 15 coups, la laissant exsangue. Après, il a dissimulé son corps sous des branchages et il a repris sa voiture pour s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin, dans la champignonnière. Ranucci indique aux enquêteurs où se trouve l'arme du crime, un couteau automatique. Une équipe de gendarmes se rend sur place et le trouve. Entre-temps, Ranucci est mis en examen par le juge. Devant elle, il réitérera ses aveux. Il est inculpé. Nous avons confronté les intéressés avec le mis en cause et après 4 heures d'interrogatoire, il a finalement consenti à avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur du meurtre de la petite fille. Au Baumettes où il est enfermé, Ranucci confirme à ses avocats qu'il est bien l'auteur du crime de la petite Marie-Dolores. Mais Paul Lombard, véritable ténor du barreau marseillais, veut exploiter certaines incohérences du dossier. Il convainc Ranucci de plaider innocent. Devant cette entreprise très risquée, l'un des avocats, Fraticelli, se désiste. Je pense qu'on ne joue pas au poker avec la vie d'un homme. Et on ne peut pas tout à la fois plaider l'innocence et solliciter les circonstances atténuantes. Si on sollicite les circonstances atténuantes, c'est que l'on a plaidé coupable. C'est une question de logique. J'aurais souhaité plaider effectivement la culpabilité pour avoir des circonstances atténuantes, sauver d'abord une tête, et puis après on revient là-dessus. Le procès de Christian Ranucci se tient le 9 mars 1976. Le contexte est particulièrement tendu. Quelques semaines auparavant, Patrick Henry, le tueur de l'Oise, assassine Philippe Bertrand, 7 ans, dans des circonstances atroces. De quoi faire peser une certaine pression sur les jurés. Et, ce jour-là, tout le monde attend de découvrir l'homme qui a assassiné Marie-Dolores. Tous ces gens attendaient le moment où la
caractériser la monstruosité qu'on voulait lui coller, quoi. Parce que ce que vous ne pouvez pas comprendre, parce que ce ne sont pas des millénaires qui se sont écoulés depuis ce procès, mais le temps va tellement vite que des choses de l'époque paraîtraient aujourd'hui inconcevables. Ranucci était l'accusé expiatoire d'autres crimes. Patrick Henry avait tué une petite fille, du côté de Toulon, je crois qu'il y avait eu, c'était peut-être oui aussi, il y avait eu un crime horrible, enfin bon, il portait aussi sur ses épaules, si j'ose dire, hein, les crimes des autres. Hein. Donc toute cette haine sociale qu'il n'y avait pas à l'époque, les exutoires des réseaux sociaux, des chaînes d'infos en continu, toute cette haine sociale, elle voulait la mort. Hein. Au terme de 2 jours de débat, le verdict tombe. Ranucci est reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de la petite Marie Dolores. Il est condamné à la peine de mort. Depuis sa prison des Baumettes, Ranucci tente un pourvoi en cassation, qui sera rejeté. Puis, il interpellera le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, pour qu'il lui accorde la grâce présidentielle. Refusé. Le meurtrier de la petite Marie Dolores sera finalement exécuté le 28 juillet 1976. En 1978, cette affaire, que l'on croyait close, va ressurgir dans les médias. En cause, la sortie d'un livre, Le Pullover Rouge, écrit par Gilles Perrault. Dans son enquête, Perrault démonte les principaux points de l'accusation. Il estime que l'instruction a été menée à charge contre Christian Ranucci, et que, par conséquent, ce 28 juillet 1976, on a exécuté un innocent. Le point central de la thèse de Perrault, un pullover rouge trouvé dans une champignonnière, celle-là même où Ranucci s'est arrêté pour se cacher après l'accident et redresser sa carrosserie. Perrault estime que ce pullover devait constituer un élément clé de l'enquête et qu'il a mystérieusement été ignoré. Pour lui, le pullover menait directement à la trace du meurtrier. Alors il y a un chien policier. On lui fait flairer le pullover rouge et le chien part immédiatement, suit un chemin de terre, rejoint la route, remonte la route et s'arrête 30 mètres au-dessus de l'endroit où l'on a retrouvé le corps de la malheureuse Marie Dolores. Donc on se dit tout naturellement, il y a un lien entre celui qui a posé là ce pullover rouge et l'assassin. Or, ce pullover est beaucoup trop grand pour Christian Ranucci et il ne peut pas lui appartenir. Le témoignage d'une femme, une certaine Janine Mattei, va également semer le doute. Cette dame, venue témoigner au procès, affirme qu'un homme vêtu d'un pullover est venu, 2 jours plus tôt dans sa cité, aborder des enfants en leur parlant de la perte de son chien noir. Soit exactement l'histoire dont s'est servi le kidnappeur de la petite Marie Dolores. Or, 2 jours plus tôt, Ranucci n'était pas à Marseille, on en est sûr, il se trouvait à Nice. Si l'homme au pullover rouge est bien celui qui a enlevé Marie Dolores, ce ne peut donc pas être Christian Ranucci. Gilles Perrault met également en question le témoignage des époux Aubert. Pour lui, après avoir poursuivi Ranucci, les 2 témoins ont déclaré à la police avoir vu Ranucci sortir de la voiture avec un paquet volumineux. Ce n'est qu'après avoir été entendus par la police qu'ils ont changé leur version et ont parlé d'un enfant que Ranucci tenait par la main, ce qui discrédite largement leur témoignage. Autre élément à charge que Perrault démonte dans son enquête, l'arme du crime. Selon le procès verbal, Ranucci a indiqué aux enquêteurs l'emplacement du couteau automatique. Mais il n'a pas été conduit sur place. C'est une équipe de la gendarmerie qui s'est rendue sur les lieux, avec un détecteur de métaux. Et elle n'aurait mis la main sur ce fameux couteau qu'après 1h55 de fouilles.
Quand j'ai vu le capitaine Gras, je lui ai dit, écoutez, moi je ne vous comprends pas. On vous dit, parce qu'il était relié par radio-téléphone avec la police à Marseille, qu'il y avait Ranucci qui venait d'avouer. Je ne comprends pas pourquoi vous commencez à chercher à kilomètre 200 et vous mettez 1h55, puisqu'il a avoué, qu'il a dit où était... Bon. Et Gras me dit, mais vous me prenez pour un imbécile ou quoi? Pourquoi est-ce que j'aurais commencé à kilomètre 200 et... Non, on ne m'a pas dit du tout que le couteau était dans le tas de tourne, sinon j'y serais allé. Hein, on m'a dit, le crime a eu lieu chez vous, à Gréasque donc, le couteau doit y être cherché. Enfin, il y a ce témoignage de Jean-Baptiste Rambla, le frère de Marie-Dolores. Il n'a pas reconnu Ranucci lors du tapissage. Pire encore, lorsqu'il a été interrogé par les policiers, il a affirmé que le kidnappeur était venu au volant d'une voiture Simica. Ranucci, lui, roulait en Peugeot 304. Gilles Perrault en conclut qu'un doute subsiste fortement dans la culpabilité de Ranucci. Pour lui, on a cherché à faire de ce jeune représentant en commerce un coupable. Selon l'écrivain, la pression était immense sur les enquêteurs, et ces derniers ont voulu boucler l'enquête le plus rapidement possible. Je suis convaincu que Christian Ranucci a été pris dans ce faisceau de coïncidences à cause de l'accident qu'il a eu. Peut-être connaissait-il l'homme au pullover rouge, ça je n'en sais rien. Si vous voulez, le terrible dans cette affaire, c'est que trop de pièces du puzzle ont disparu et que maintenant on ne peut pas reconstituer le puzzle. Depuis la sortie du livre de Perrault, les passions se sont déchaînées sur cette affaire. Pour le milieu intellectuel parisien, c'est entendu. Ranucci était innocent, Gilles Perrault l'a démontré, et sa mort est la conséquence de l'acharnement des juges et des policiers, pressés de clore un dossier particulièrement sensible. Une erreur judiciaire qui n'a même pas pu bénéficier de la grâce présidentielle, tant le contexte était tendu concernant les enlèvements d'enfants. En voulant traiter rapidement cette affaire, la police et la justice ont tout bonnement mené à l'échafaud un innocent. Ceci alors que le véritable meurtrier de Marie-Dolores court encore dans la nature. « 9 octobre 1981. Robert Badinter, alors ministre de la Justice, prononce devant l'Assemblée nationale son célèbre discours sur l'abolition de la peine de mort. Dans une véritable plaidoirie contre la peine capitale, il prend comme exemple l'affaire Ranucci. L'argument est imparable. S'il y a eu erreur, la justice ne pourra jamais réparer sa faute. Jean-Louis Vincent est un ancien commissaire de police. En 2017, il a fait paraître l'affaire Ranucci, du doute à la vérité, aux éditions François Bourin. Dans son enquête, Jean-Louis Vincent revient sur les éléments qui accablent Ranucci. Selon lui, il ne fait aucun doute qu'il était coupable. Il est clair que cet homme est l'auteur des faits, mais comment dire, tout ça, ça vient du discours de Ranucci. C'est Ranucci qui leur dit « je l'ai tué ». Enfin, je ne comprends pas très bien là. C'est pas comme s'il y avait déjà au départ un débat, un litige, comme s'il y avait une autre personne dans le coup, etc. C'est pas ça. Ranucci dit « je l'ai tué », ben voilà. Le livre de Perrault se base essentiellement sur la découverte de ce fameux pullover rouge qui a donné son titre au livre. Perrault donne une version très particulière de son utilisation par les enquêteurs. Gilles Perrault prétend que les gendarmes, ça c'est important, que les gendarmes ont fait sentir au chien le pullover rouge qui venait quelques minutes avant d'être découvert dans la champignonnière. Mais ce pullover rouge, personne ne pouvait imaginer et rien ne permettait de dire que ce pullover rouge avait un rapport quelconque avec l'affaire. Le petit Jean Rambla, lorsqu'il a parlé du monsieur qui était venu en disant « j'ai perdu mon chien » et qui donc est parti ensuite avec Maria Dolores, il n'a jamais dit que l'homme était vêtu d'un pullover rouge. Alors Gilles Perrault, il dit « on lui a fait sentir le pullover rouge ». Mais en fait, quand vous regardez le rapport du maître de chien, lui, il ne le dit pas du tout, ça. Indice de départ, ça s'appelle. Autrement dit, qu'a-t-on fait sentir au chien ? Et le maître de chien explique qu'on l'a fait partir de l'emplacement où se trouvait la voiture de Ranucci dans la champignonnière 48 heures avant. Alors ça, quand Gilles Perrault entend,
il s'exclame, il dit « c'est impossible, on ne peut pas avoir fait partir un chien du sol, ça ne ressemble à rien ». Il se trompe, qu'il se renseigne auprès de professionnels et il verra. Je suis d'accord, ce n'est pas l'indice de départ idéal, c'est sûr. Mais quand vous n'avez pas autre chose, comment vous faites? Et aujourd'hui, des maîtres de chiens, j'en connais, moi, de la gendarmerie, de la police, s'ils n'ont vraiment rien d'autre, ils essayent en partant du sol, en se disant, voilà, à tel endroit, il y a eu peut-être telle personne qui pourrait... C'est pas l'idéal, mais ça se fait toujours. Cette histoire de pull-over rouge, c'est après qu'elle est venue, parce qu'un homme au pull-over rouge s'en était pris à 2 fillettes dans une autre cité de Marseille, etc. Gilles Perrault, lui, il fait le rapprochement entre les deux. Et il dit, donc, comme on a trouvé un pull-over rouge dans la champignonnière, ça ne peut être que celui de l'homme qui, 3-4 jours avant, s'en était pris à des fillettes. Et comme on a fait sentir ce pull-over rouge au chien, et que le chien est allé vers le cadavre, eh bien, il y a un rapport entre le pull-over rouge et le corps de la petite. Le chien a pris le chemin, en effet, qui montait vers le cadavre de la fillette sur la route. Il a mis 40 minutes pour faire le parcours, et moi je l'ai calculé, c'est très simple. Il a fait du 1,8 km à l'heure. Je peux vous dire, pour l'avoir vérifié, que lorsqu'un chien prend une piste, qu'il est vraiment sur une piste, il avance à 5-6 à l'heure, il tire sur la laisse, et le maître chien, lui, le retient, mais le maître chien ne va pas se mettre à courir. Sinon, ça irait même peut-être un peu plus vite. Donc, le parcours aurait dû être fait en un quart d'heure. Si vraiment il avait été sur une piste, il met 40 minutes, il dépasse de 30 mètres l'endroit où se trouve le corps, et là on dit qu'il s'arrête. En fait, dans le rapport du maître de chien, celui-ci explique qu'il ne s'arrête pas. Il dit il dépasse de 30 mètres, et lui, le maître de chien, le ramène. C'est lui qui le ramène à la hauteur du cadavre. Autrement dit, qui a déjà été découvert. Parce que le cadavre est découvert avant l'arrivée du chien. Simplement, voilà, le chien va-t-il aller là-bas ou pas? C'est quand même intéressant de le savoir. Mais le chien, il dépasse de 30 mètres. On le ramène sur le bord de la route, et là, le chien, il ne fait plus rien, il ne bouge pas. Il n'y a aucun rapport entre cette recherche du chien et le cadavre de Maria Dolores. Il semblerait donc que l'auteur du pull-over rouge n'ait pas lu le rapport du maître chien, ou bien qu'il l'ait interprété à sa manière, pour en tirer une histoire qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Et ce n'est pas la seule liberté que prend Perrault dans cet ouvrage. La découverte de l'arme du crime est également mise en doute par Gilles Perrault. Selon lui, le fait que les gendarmes aient simplement été prévenus que le couteau devait se trouver dans leur secteur indique que Ranucci n'était pas forcément conscient de l'endroit où se trouvait l'arme du crime. Par conséquent, l'arme retrouvée, qui est bien celle de l'assassin, aurait pu ne pas appartenir du tout à Ranucci. Ranucci dit « J'ai mis ce couteau dans un tas de fumier, qui se trouve quelques mètres avant l'entrée de la champignonnière, et il est probable, c'est ce que m'a dit le commissaire Alessandra d'ailleurs, que les policiers seraient prêts à partir. Avec Ranucci, on le met dans une voiture, on va sur place et on cherche avec ses propres indications. Mais la juge préfère que ce soit les gendarmes qui aillent sur place, et elle, en attendant, se fait présenter Ranucci à son bureau pour l'inculper, comme on disait à l'époque. En effet, le juge d'instruction chargé de l'affaire, Inati Marino, a estimé qu'après les aveux de Ranucci et la localisation qu'il a faite du couteau, il n'y avait nul besoin de le maintenir en garde à vue, ni même de l'amener sur les lieux. La juge a immédiatement inculpé le jeune homme, probablement pour permettre à Ranucci de disposer très vite d'un avocat, comme il était fréquent à l'époque, où la présence d'un conseil n'était pas autorisée durant la garde à vue. Alors ils y vont avec une poêle à frire. Le tas de fumier, il faut quand même rappeler qu'il fait à peu près 25 mètres de long sur 7 ou 8 mètres de large. C'est un gros morceau. Et donc les gendarmes cherchent. Et puis au bout de 2 heures à peu près, ils finissent quand même par trouver le couteau. Les gendarmes, donc, qui sortent du tas de fumier. L'officier l'explique. Ils ouvrent avec précaution le couteau. C'est un couteau dit à cran d'arrêt, couteau automatique. Et ils s'aperçoivent que sur la lame, il y a encore des taches de sang. Ce couteau, taché de sang, trouvé sur les indications de Ranucci, c'est l'argument
majeur, numéro 1, qui démontre la culpabilité de Ranucci. Moi, si quelqu'un peut m'expliquer comment on peut dire qu'un couteau se trouve à tel endroit, qu'il a servi à tuer un enfant à coups de couteau, donc taché de sang, et que quand on le retrouve, il est taché de sang, si quelqu'un peut m'expliquer comment ça peut s'inventer, je suis preneur. Mais moi, je suis incapable. Moi, si maintenant je décide que je vais vous dire qu'un couteau est à tel endroit, vous pourrez aller chercher si vous voulez, je ne suis pas sûr que vous le trouverez. Autre élément fort dans la thèse de Perrault, le témoignage de Janine Mattei, qui aurait vu le dit personnage avec le pullover rouge la veille tenter de kidnapper des enfants. Mais son témoignage souffre d'une certaine fragilité. Cette femme vient témoigner de l'existence d'un homme qui ne serait pas Ranucci, mais qui aurait agressé des enfants. Je lui demande où elle a rencontré Madame Maton, la mère de Christian Ranucci. Et elle me répond à la prison des Baumettes. Je dis, Madame, attendez, vous venez témoigner en faveur d'un accusé alors que vous avez rencontré la mère à la prison des Baumettes? Pourquoi? Qui est en prison chez vous? Et à partir de là, je lâche plus. Je lâche plus. Et tous les commentateurs, tous les journalistes raconteront que j'ai fait voler en éclats le témoignage. Bon, parce que, bien évidemment, il apparaissait comme un témoignage de connivence entre deux mères qui se retrouvent à la maison d'arrêt et qui décident de s'entraider. Sur un procès verbal datant de 1978, on lit la déclaration d'une voisine de Madame Mattei. Elle dit avoir été approchée par cette dernière. Selon elle, Madame Maton, la mère de Christian Ranucci, était prête à lui donner la somme de 2000 francs pour qu'elle livre un faux témoignage sur cette fameuse histoire de l'homme au pullover rouge. On était prêt à lui donner de l'argent pour qu'elle puisse témoigner dans le sens qui convenait à qui? À la mère de Ranucci, qui avait fait la connaissance de Mattei, en fait. C'est une évidence. Héloïse Maton, la mère de Christian Ranucci, aurait donc tenté par tous les moyens de faire innocenter son fils. Chose compréhensible pour une mère. Mais les moyens qu'elle a utilisés, peu conventionnels, n'ont pas vraiment plaidé en faveur de son enfant. Enfin, dernier argument que Perrault met en avant, la déclaration des époux Aubert. Ils ont poursuivi Ranucci après son accident au carrefour de la Pomme. Selon l'écrivain, les deux époux auraient déclaré à la police, dans un premier temps, avoir vu l'automobiliste sortir de sa voiture avec un paquet volumineux à la main. Et ce serait dans une seconde déclaration qu'ils auraient dit qu'il s'agissait en réalité d'un enfant. Problème, les Aubert n'ont fait qu'une seule déclaration à la police. Et sur cette déclaration, on peut bel et bien lire qu'ils parlent d'un enfant et non d'un paquet volumineux. Pourquoi avoir masqué ce que disent réellement les Aubert? Par ailleurs, si M. Martinez et les époux Aubert avaient vraiment vu Ranucci avec un paquet volumineux, pourquoi aurait-il fait le lien avec l'enlèvement de la petite Marie-Dolores? Et pourquoi Ranucci se serait caché après l'accident s'il ne portait avec lui qu'un paquet volumineux? À l'étude du dossier, quelques questions demeurent. Mais sont-elles vraiment de nature à remettre en cause la culpabilité de Christian Ranucci? S'il fait peu de doute que c'est bien le jeune représentant en commerce qui a enlevé et tué Marie-Dolores, pourquoi a-t-on cherché avec autant d'acharnement à le faire passer pour un innocent? Était-ce un procès anticipé de la peine de mort? Le prétexte pour une levée de bouclier contre la police et la justice? Jean-Louis Vincent pense avoir également décelé quelques intérêts particuliers dans cette histoire. Gilles Perrault lui-même le dit dans une émission au cours de laquelle il est interviewé par Laurent Geoffrin, qui lui demande comment il s'est intéressé à l'affaire. Et Gilles Perrault dit c'est un ami, Jean-Denis Bredin, qui m'en a parlé et qui m'a dit il y a eu des choses assez curieuses là-dedans, tu devrais aller voir, etc. etc. Bon. Qui est Jean-Denis Bredin? C'est un avocat, à l'époque,
fortement opposé à la peine de mort, qui est employé par Madame Maton, la mère de Ranucci, pour les procédures en révision qui ont été mises en œuvre, qui n'ont jamais abouti. Donc Jean-Denis Bredin, il essaye évidemment d'avoir des arguments pour peser en faveur de la réhabilitation de Ranucci, mais en même temps, c'est bien connu, il est fortement opposé à la peine de mort, ce qui est son droit le plus strict, et donc lorsqu'il envoie Perrault, en quelque sorte, travailler sur cette affaire à Marseille, encore une fois c'est Perrault qui le dit, il donne quand même une orientation à son action, quoi. À cela, il faut ajouter la volonté ferme de l'avocat Lombard, véritable ténor du barreau de l'époque, mais aussi fervent abolitionniste. Voulait-il réussir un coup retentissant contre la peine de mort ? Ranucci aurait-il bénéficié des circonstances atténuantes, sans l'acharnement de ses avocats ? Sans l'acharnement de sa mère, qui n'acceptait de voir en lui qu'un innocent ? Aurait-il échappé à la peine de mort, si Lombard n'avait pas voulu l'acquittement ? Nous ne le saurons jamais. La question de savoir si la vie d'un homme aurait pu être épargnée va être détournée au profit d'une autre, l'atrocité pure et simple de condamner une personne à la mort. Le fait divers, tragique mais banal, que représente l'affaire Ranucci va donc se muer en bataille d'idées. Est-il encore digne, pour un pays tel que la France, de conserver la peine capitale ? Ceci alors que de nombreux pays européens l'ont, à la fin des années 1970, déjà aboli. Pour appuyer leur combat politique, de nombreuses personnalités vont bien sûr utiliser et instrumentaliser le cas Ranucci. Mais cette récupération aura de graves conséquences. L'avocat Robert Badinter a été rendu célèbre pour avoir permis à Patrick Henry, le tueur de l'Oise, d'échapper à la peine de mort. Devenu ministre de la Justice en 1981 sous François Mitterrand, il va se servir des prétendus doutes sur la culpabilité de Ranucci pour faire passer sa loi sur l'abolition de la peine capitale. Ainsi, cette thèse de la prétendue innocence du représentant en commerce arrange bien le combat idéologique de la gauche. Et c'est probablement ce même combat idéologique qui a motivé Gilles Perrault dans l'écriture de son livre. Mais qu'en est-il des conséquences de tout cet acharnement médiatique et politique sur la famille de Marie Dolorès ? Pierre Rambla, le père de Marie Dolorès, a dit toute sa vie souffrir de la thèse de l'innocence de Ranucci, mais aussi et surtout de l'exploitation du crime odieux subi par sa fille. Lors de la sortie du Pullover rouge, en 1978, il décide de se faire entendre. Il organise un véritable autodafé en plein Marseille. Rassemblant une pile importante de volumes de l'ouvrage, il y met feu en pleine rue, en dénonçant les mensonges et l'exploitation commerciale de son histoire, de celle de Marie Dolorès. Durant toute sa vie, Pierre Rambla va devoir se battre pour que la mémoire de sa fille ne soit pas instrumentalisée à des fins idéologiques. La sortie du film Le Pullover rouge, largement inspiré du livre de Perrault, va mettre le feu aux poudres dans le quartier de Jean Rambla. Un comité se monte à Marseille pour ne pas que les salles de cinéma de la région diffusent le film. L'affaire est même portée en justice, mais le Conseil d'État validera finalement sa diffusion, estimant qu'elle ne crée pas de trouble à l'ordre public particulier. Au fil du temps, la population française change peu à peu d'opinion sur la peine de mort et, en parallèle, doute de plus en plus de la culpabilité de Ranucci. Pierre Rambla reçoit régulièrement des lettres de menaces, comme celle-ci, où l'auteur le rend directement responsable de la mort d'un innocent. Pierre Rambla doit endurer régulièrement des coups. Un jour, sur Internet, il découvre un jeu de détective qui reprend l'affaire de sa fille. Les internautes sont invités à se prononcer. Ranucci est-il coupable ou innocent ? Pour ce père, le poids de l'affaire devient insupportable.
C'est pas de ma faute à moi qu'ils ont coupé la tête, c'est pas la faute de mon enfant. Pour celui que je vois maintenant, je crois que c'est la faute de mon enfant qu'à Ranucci l'ont coupé la tête, parce que chaque fois qu'on parle de l'affaire de Ranucci, et chaque fois qu'on parle de l'affaire de Ranucci, c'est un coup de poignard qui me rentre dans le cœur. Le 17 décembre 2020, au procès de Jean-Baptiste Rambla, l'accusé n'a de mots que pour son enfance et son adolescence. Il dit qu'il a eu l'impression, toute sa vie, d'avoir à se justifier. Pourquoi ? Il n'était pourtant pas responsable du crime odieux subi par sa sœur. Jean-Baptiste Rambla était le témoin clé de l'enlèvement, puisqu'il était le seul à avoir vu Ranucci de près ce jour-là. Et son père, Pierre, fera de lui l'un des symboles du combat pour sa fille. Le père l'entraînait partout. Chaque fois qu'il allait chez l'avocat, le gosse était là. Chaque fois qu'il participait à une émission de télé, le gosse était là. Chaque fois quand il allait brûler les livres de Perrault sur le parvis du palais de justice, le petit Jean-Baptiste était là. Même durant son adolescence, le jeune Jean-Baptiste va continuer à subir les conséquences de la tragique disparition de Marie Dolores. Le point culminant ? Ce jour de classe, alors qu'il est au collège en 3e, où son professeur fait lire un extrait du Pullover rouge à sa classe. Les élèves sont ensuite invités à trouver une suite. Excédé, Jean-Baptiste se lève et jette le livre à la figure du professeur. L'équipe pédagogique persistera dans l'aveuglement à sa souffrance, en prononçant une semaine d'exclusion de l'établissement à son encontre. C'était eux qui avaient tort de passer des choses comme ça à les enfants, des choses fausses, parce que c'est faux, tout ça qu'ils ont dit de l'affaire Bleu Rouge. Alors mon fils, quand il a vu que sa sœur, les criminels de sa sœur, avec les flics, il pleurait comme un gosse, il vient à mon papa, regarde papa. L'ambiance à table chez les Ranucci était particulière. Tous les soirs, un couvert était dressé pour la sœur défunte. La place laissée, comme pour signaler qu'elle était toujours présente dans la famille. Mais pour Jean-Baptiste, cette réminiscence constante de ce vide était insupportable. D'autant qu'il se dit que son père, Pierre, le rendait en partie responsable de la disparition de sa sœur. Il était considéré par le père comme le responsable de la mort de Maria Dolores. Directement comme du reste, le père lui disait parfois, mais pourquoi c'est ta sœur qui est morte ? Toute sa vie, Jean-Baptiste va traîner le fardeau de cette affaire. Serait-ce ce qui l'a poussé à l'acte, ce jour-là à Toulouse ? Oui, pour certains. Certains disent que si son fils, par la suite, a peut-être un peu vrillé, c'est aussi un peu à cause de ça, parce que, d'après ce que j'ai lu, mais alors là je ne le garantis pas, j'en sais rien, moi, il semblerait qu'il y aurait même fait des reproches, enfin, en lui disant, oui, pourquoi t'as laissé ta sœur, etc. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais enfin... Je suis persuadé que le comportement criminel de Jean-Baptiste Rambla est la conséquence directe de ce qu'il a vécu. 3 demandes en révision ont été déposées pour qu'un nouveau procès se tienne. Elles se sont toutes soldées par un refus. Héloïse Maton, mère de Christian Ranucci, étant décédée en 2013, il ne reste plus que le ministre de la Justice ou un procureur général pour formuler une nouvelle demande de révision. Mais sur quels éléments nouveaux pourra-t-il se baser ? L'étude du dossier lui laissera-t-elle le moindre doute sur la culpabilité de Ranucci ? Près de 50 ans sont passés depuis le crime de Ranucci. Marseille a connu depuis bien d'autres histoires sordides. Mais dans la cité phocéenne, personne n'a oublié l'histoire de l'homme au pullover rouge, de la petite Marie Dolores. Et beaucoup, en songeant à cette histoire, ont une pensée amère. Car l'affaire Ranucci n'a pas fait qu'une seule victime. Elle a, pour une partie de la population française, jeté le doute sur les policiers, les gendarmes, la justice. Elle a, par l'acharnement des avocats,
condamné à l'échafaud un homme qui aurait pu, peut-être, bénéficier de circonstances atténuantes. Elle a détruit une famille et peut-être fait naître une vocation de meurtrier chez Jean-Baptiste Rambla, entraînant les meurtres de Corinne Bell et de Cynthia Lunimbu. Elle a, enfin, donné une seconde fois la mort à la petite Marie Dolores, dont le crime odieux est passé en second plan, dans la mémoire, derrière le procès politique de la peine capitale.